Alors, bonjour et bienvenue à la présentation du portrait régional des étudiants des collèges. Je me présente, mon nom est Sophie Bouliane et j'agis à titre de conseillère en communication pour le pôle sur les transitions en enseignement supérieur. Donc, vous êtes nombreux à être branchés aujourd'hui avec nous. Je souhaite seulement vous informer que vous participez à une rencontre qui est enregistrée. Donc, vous savez, derrière le pôle sur les transitions, il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés et impliqués. Puis, c'est important pour nous de souligner leur rapport. Donc, tout d'abord, il y a les directions d'établissement des cégeps et de l'université qui soutiennent le pôle par le biais du comité de direction. Il y a aussi les 2 conseillers régionaux du ministère de l'enseignement supérieur qui se sont joints aux travaux dernièrement. On a plusieurs personnes qui sont impliquées comme les responsables de chantier du pôle qui coordonnent les travaux et les membres des 5 comités de chantier qui sont extrêmement mobilisés. On a la chance d'être accompagnés par l'équipe d'ECOB pour s'assurer de la rigueur scientifique des travaux qui apporte beaucoup à la démarche. Et il y a vous tous qui êtes là ici aujourd'hui, que vous soyez membres du personnel, enseignants, professeurs, professionnels ou gestionnaires. Vous êtes ici parce que vous êtes intéressés aux étudiants, à leur transition et à leur réussite. Alors, au nom du pôle, merci d'être là et je vous souhaite la bienvenue. Donc, sans plus attendre, je vais céder la parole à Aline Chouinard, qui est directrice du pôle sur les transitions en enseignement supérieur. Merci, Sophie. Je vais me permettre tout de suite de partager l'écran. Ce sera fait, puis après ça, on va pouvoir jaser. Moi aussi, évidemment, ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir. En fait, je pense, on constate que ce portrait-là vous intéresse aussi. Je vais prendre un petit moment, si vous voulez bien, pour vous présenter le pôle. Je vais essayer de le partager correctement. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon, d'abord, posons-nous la question, qu'est-ce que c'est un pôle? Eh bien, c'est un programme ministériel qui soutient le regroupement des cégeps et des universités pour agir sur des enjeux qui sont partagés. Notre pôle, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce sont les cégeps de Chicoutimi, Jonquière, Saint-Félicien, le Collège allemand et l'UQAC. Et on a choisi d'agir sur les transitions. Logique, retirez-vous, les transitions, ça nous rejoint tous. Mais elles ont aussi un rôle fort important à jouer dans l'accès et la réussite, et aussi, je dirais, la persévérance scolaire. En fait, il y a plusieurs transitions. On en vit tout au long du parcours scolaire, qu'on pense au parcours de l'entrée au primaire ou au secondaire, peu importe. Mais de toutes ces transitions, c'est celle vers l'enseignement supérieur qui est considérée comme l'une des plus majeures parce qu'elle s'accompagne de beaucoup de ruptures, je dirais, qui peuvent constituer, je dirais, c'est pas moi qui dis ça, vous le voyez bien, c'est une citation, qui peuvent s'accompagner, qui s'accompagnent de nombreux défis et de difficultés potentielles pour l'étudiant. Il va changer d'établissement, il va avoir à s'adapter à des règles de fonctionnement nouvelles, changer de groupe d'appartenance, il devrait s'adapter à de nouveaux collègues, de nouveaux pairs. Il doit changer de cadre de vie, parfois s'éloigner même de sa famille, s'adapter aux exigences académiques, à toute la nouvelle liberté, on sait ce que ça veut dire. Or, comme une transition réussie, c'est un moteur de persévérance et de réussite scolaire, le pôle s'est donné pour mission de mettre en place des conditions qui favorisent l'accès, la réussite, des études supérieures, l'adaptation des parcours de formation et l'insertion socio-professionnelle. Et les 5 transitions, parce que chacune de ces transitions-là comporte des enjeux particuliers, ont donné naissance aux 5 chantiers dont Sophie parlait tout à l'heure, les 5 chantiers de travail du pôle. Quels sont-ils? Alors, le premier, c'est la transition du retour aux études pour une requalification ou un rehaussement de compétences. On parle donc d'une transition intersectorielle du marché du travail vers l'école. La deuxième transition, le deuxième chantier, celui des transitions interheures et intercycles, celui qu'on connaît plus, là, les transitions secondaires, collégiales, universitaires, premier, deuxième, troisième cycle. Le troisième, la transition vers l'enseignement supérieur des populations autochtones,
Le quatrième chantier, la quatrième transition, celle de l'insertion socio-professionnelle des étudiants et étudiantes internationaux. Et finalement, le cinquième, la transition vers les programmes des sciences, technologies, ingénierie, arts, mathématiques, on appelle les STIM. Donc, cette transition-là, pour tous les étudiants, mais particulièrement, vous vous en douterez, pour les filles. Le pôle est mobilisé par la conviction que si on facilite ces différentes transitions-là, ces 5 différentes transitions-là, il y en aura peut-être d'autres dans l'histoire du pôle, on peut faire la différence dans de nombreux parcours scolaires. C'est dans le deuxième chantier, celui des transitions interordres et intercycles, qu'on s'est intéressé plus activement encore au portrait des transitions, dont celle du secondaire au collégial. Mais je dois vous dire que ce portrait-là intéresse plusieurs chantiers. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est le portrait des étudiants qui arrivent dans un programme collégial. Il est bâti à partir des réponses au questionnaire du sondage provincial sur les étudiants des cégeps, le SPEC. Entre mai et octobre 2021, 1250 répondants des cégeps, je vous les ai nommés, de Chicoutimi, Jonquière, Saint-Félicien et du Collège allemand, y ont participé. J'aimerais ça remercier au passage les répondants du SPEC dans ces établissements-là, Thérèse Gay, Alexandra Hébert, Isabelle Frigon et Marie-Pascale Tremblay, qui ont permis d'atteindre ce nombre-là de participants. Ces répondants-là nous ont donc généreusement partagé leur situation personnelle, familiale, leurs antécédents, leurs besoins, leurs intérêts. Et à partir de là, EcoHub Recherche et Transfert a tracé un portrait régional qu'on vous présente aujourd'hui pour la première fois. Ceux qui vont nous présenter ce portrait-là, je vous les présente. D'abord, Marco Gaudreau, qui est chercheur à EcoHub depuis 25 ans. Il a conduit des enquêtes régionales et des recherches qui contribuent depuis longtemps à concerter les actions des centres de services scolaires, des collèges, des universités. Monsieur Gaudreau s'intéresse aux étudiants issus des milieux socio-économiques plus défavorisés et aux étudiants de première génération. Il enseigne aussi les méthodes quantitatives à l'Université Laval. Notre deuxième chercheur, Michael Gaudreau, est enseignant-chercheur en statistique à EcoHub depuis 13 ans. Il a travaillé sur des thèmes comme l'intégration, l'engagement scolaire des collégiens, les parcours scolaires, les besoins des étudiants plus vulnérables. Il a participé au développement de la plateforme Carte aux jeunes, puis actuellement, il contribue au développement du SPEC auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et il participe au comité SPEC de la Fédération des cégeps. Pour éclairer les données que Marco et Michael nous présenteront, on a invité 2 personnes pour commenter, pour jeter un regard sur ces données-là, le regard de la pratique. Notre première invitée est Michèle Martin. Elle est coordonnatrice en mesure de soutien pour les étudiants en besoins particuliers. Elle est intervenante de formation. Elle a travaillé auprès des jeunes marginalisés à Montréal, à la fois en direction, développement et en service communautaire. Au Saguenay, elle a été à l'origine du carrefour communautaire Saint-Paul avec la commission scolaire, avec le CLSC et la commission scolaire de du Saguenay. Au Cégep de Chicoutimi, elle a travaillé comme responsable des services adaptés pour la réussite des apprentissages et elle travaille toujours auprès des étudiants autochtones et des étudiants internationaux. Pour regarder les données, Michèle, on en appelle à ton expérience et ton regard résolument inclusif. Notre deuxième invitée, Hélène Laprise, est depuis janvier dernier, elle occupe le poste de directrice adjointe responsable des affaires étudiantes au Cégep de Saint-Félicien. Elle est titulaire d'un baccalauréat en enseignement des sciences, d'un diplôme en administration scolaire. Elle a débuté sa carrière comme enseignante en maths sciences au secondaire à la commission scolaire du Pays des Bleuets. Elle a ensuite été directrice adjointe au centre de formation professionnelle de Beaumont-Mistassini, puis directrice à la polyvalente de Normandin. À toi, Hélène, ce qu'on demande, c'est le regard de celle qui a accompagné ces étudiants-là depuis leur 5e année, si je ne m'abuse, donc tout au long de leur parcours au secondaire, et celle qui a le regard tout neuf de quelqu'un qui arrive au collégial. Je laisserai maintenant la parole à Michael Gaudreau et je pense que c'est Michael, effectivement, qui commence. Et je vous remercie beaucoup. Je nous souhaite tous une belle activité. C'est Michael qui commence, mais c'est Marco qui va le présenter. Bonjour tout le monde, merci d'être là en si grand nombre. C'est vraiment impressionnant de voir aujourd'hui 100 personnes rassemblées pour venir connaître, apprécier un portrait global des étudiants, des nouveaux inscrits dans nos institutions collégiales du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Vous les connaissez, ça fait déjà plusieurs mois, vos étudiants, vous les côtoyez, mais chacun de vous, vous avez une vision souvent de prestation de services, des gens qui ont des besoins, qui arrivent chez vous, qui ont une question précise sur un aspect précis de leur vie. Le but aujourd'hui, c'est d'élargir nos horizons, prendre la distance, voir la globalité de l'individu. Et puis, Lynn en parlait tout à l'heure, les chantiers. Moi, je suis membre du chantier 2 sur la transition pour faciliter le cheminement des études, mais c'est un peu ça qui est la sélection, qui explique la sélection que vous verrez aujourd'hui. On vous présente un portrait, mais c'est une sélection de données. Il y a tellement de données dans le SPEC qu'on s'est laissé teinter par les objectifs du pôle. Dans le fond, ce qu'on vous montre aujourd'hui, c'est le portrait global des principaux indicateurs qui peuvent nous aider à comprendre comment améliorer la réussite en favorisant les transitions. On va commencer par vous présenter vraiment le SPEC, puis c'est tenant et aboutissant par Michael. Puis Michael va enfiler tout de suite avec les premières données. Il y a 10 thèmes qu'on va couvrir aujourd'hui. On a rassemblé l'information en 10 moments. Merci d'être là encore. Alors, mon micro est bien ouvert, oui, si vous m'entendez. Dans le plan de présentation, Marco l'a dit, courte présentation méthodologique. On va y aller en 2 blocs pour laisser nos intervenantes aussi réagir aux données qu'on va présenter. Donc, le bloc A, ça traite de caractéristiques personnelles à l'étudiant, de la diversité ethnoculturelle, les étudiants ayant des besoins particuliers et les valeurs et intérêts de ces étudiants-là. Ensuite, il y aura une petite conclusion sur ce bloc-là, une intervention. Et dans le bloc B, on va parler des parcours scolaires et du choix vocationnel, de la motivation des étudiants, de leur situation personnelle, financière, de la maîtrise des technologies de l'information et des communications et des besoins de soutien pour la réussite. Bref, éléments méthodologiques. Premièrement, on a présenté tout à l'heure le SPEC, c'est le sondage sur la population étudiante des cégeps. Donc, Lynn avait lancé une appellation, mais dans un objectif d'inclusion, le SPEC a fait peau neuve en parlant de la population étudiante pour dire à la fois qu'on traite des étudiants et des étudiantes, donc on veut parler de la population étudiante. C'est un sondage qui est passé aux étudiants qui arrivent au début de leur parcours, donc au début de leur session, dès leur admission jusqu'aux premières semaines de leur début des études. Donc, l'idée, c'est d'aller mieux connaître qui sont nos arrivants au cégep, mais il y a aussi un SPEC 2 qui s'intéresse à qui sont nos étudiants après une session collégiale. Donc, nous, on s'intéresse aujourd'hui au SPEC 1, vraiment à l'arrivée au cégep. En 2021, il y a 4 CCTT qui ont travaillé avec la Fédération à bonifier le SPEC 1 afin d'offrir des questions plus actualisées, de mieux documenter des enjeux contemporains. Donc, il y a plusieurs questions qui ont été ajoutées cette année. Il y a eu vraiment une refonte du questionnaire. Et comme on savait qu'il y aurait aussi des éléments de recherche et des éléments de portrait qui allaient en suivre, ben, on en a profité pour documenter davantage de problématiques ou d'enjeux émergents. On l'a dit, la période de passation, c'est mai à octobre, mais dans nos collèges, à nous, les cadres du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est principalement les premières semaines du début de la session qui ont été visées pour solliciter les étudiants. Donc, c'est des étudiants tout neufs qui nous arrivent avec leur bagage soit du secondaire, soit du marché du travail, dépendamment d'où ils proviennent. Dans le SPEC, on sollicite à la fois les étudiants de la population A, c'est-à-dire ceux qui arrivent au cégep pour la première fois, mais aussi les étudiants de la population B, donc ceux qui ont commencé dans un autre programme puis qui changent. Donc, ils débutent un nouveau programme, mais ce n'est pas leur premier programme au collégial. Donc, des fois, ils commencent en étant B après une longue arrêt, mais parfois, c'est directement linéaire. Il y a un changement qui se fait, mais le B, ça veut dire je commence un nouveau programme alors que j'en ai déjà fait un ou débuté un au préalable. Donc, dans notre échantillon, 2 tiers sont de la population A, 1 tiers sont de la population B. Au Québec, un taux de participation de 40 même chose au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on a une bonne participation des étudiants de façon générale. Et au Québec, 22 000 répondants dans la région de 1250. Donc, c'est sur ces 1250-là qu'on va attirer notre attention aujourd'hui. Il y a des petits traitements qu'on a faits parce que les collèges possèdent leurs propres données, mais les données qu'on va présenter aujourd'hui vont différer pour différentes raisons. Premièrement, on a pondéré, c'est-à-dire qu'on a donné plus de poids aux élèves, aux étudiants dans les collèges qui ont un peu moins participé
Et à l'inverse, quand il y a une forte participation des collèges, on a donné un peu moins de poids pour essayer d'avoir une meilleure représentativité possible de ces étudiants-là. On n'a aussi pas codifié les questions ouvertes. Donc, quand l'étudiant nous disait autre chose, donc on voulait voir qu'est-ce qu'il nous disait. Puis des fois, si on considérait qu'il aurait pu se classer dans les choix qui étaient offerts, bien, on est allé le reclasser. Donc, des fois, ça va créer certaines distinctions. Je l'ai dit d'entrée de jeu, nous, on a conservé que les étudiants qui ont consenti à l'utilisation de leurs données. Parce qu'au départ, c'était près de 30 000 étudiants qui ont participé au SPEC. Mais nous, on avait une formule de consentement pour la recherche. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec 22 000. Donc, on a exclu certains étudiants qui n'avaient pas consenti. On a aussi créé des nouvelles variables qui n'existent pas dans les rapports qui sont produits pour les collèges. Donc, des fois, des regroupements en catégories, des fois, à partir du lieu de naissance, on est capable de savoir si c'est un immigrant. À partir de la scolarité des parents, on peut savoir si c'est un étudiant de première génération aux études collégiales, etc. Et finalement, bien, on fait des tests statistiques pour déterminer les différences qu'on observe. Est-ce qu'elles sont significatives ou est-ce qu'elles sont le fruit du hasard? Donc, c'est un petit peu les différences dans le traitement qu'on fait aujourd'hui. Les données du Québec ne sont pas encore disponibles, donc je vais vous le dire tout à l'heure, mais ils vont être publiés plus tard. Donc, ce qu'on a fait pour l'instant, parce qu'on ne voulait pas se priver quand même de cette information-là, c'est qu'on a donné un code en disant, bien, si les données qu'on observe dans la région sont plus élevées ou plus faibles, ou encore ne se distinguent pas significativement du reste du Québec, on va utiliser durant la présentation des plus, des moins, mais ce n'est que les données du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui seront présentées et non pas les données du Québec, étant donné que, en vertu des ententes qu'on a avec la Fédération, on n'est pas en mesure de les diffuser maintenant. La diffusion va se faire un peu plus tard. On rappelle aussi que, donc, 4 CCTT ont travaillé avec nous à modifier le SPEC et à l'analyser, c'est-à-dire l'IRIPI qui s'intéresse aux étudiants immigrants, le CRISPECH qui s'intéresse aux étudiants en situation de handicap, Jacob qui utilise l'intelligence artificielle au profit de la réussite, et ECOB, recherche et transfert, qui a un mandat provincial en éducation en santé. Les travaux sont possibles grâce à une contribution financière du ministère de l'Enseignement supérieur dans le cadre du chantier sur la réussite et aussi du pôle des transitions d'enseignement supérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Derniers petits éléments de métaux avant de se lancer vraiment dans le portrait. Il y aura des analyses qui vont être faites à l'échelle provinciale. Donc, je commence par tout ce qui sera fait à l'échelle provinciale. Il y a un rapport qui va être produit d'ici la fin de l'année scolaire pour présenter les besoins, la motivation principalement des étudiants en distinguant les A et les B parce qu'on s'entend, les A et les B ont des situations souvent assez distinctes. Donc, on va être en mesure de savoir bien, celui qui arrive pour la première fois, puis celui qui était déjà là et qui fait juste changer de programme, est-ce qu'ils ont les mêmes besoins, est-ce qu'ils ont les mêmes caractéristiques? Donc, ça, c'est notre rapport qui va être produit avec les 3 autres centres CCTT. Il va y avoir aussi des fascicules ou des rapports secondaires qui vont en découler sur des sous-populations spécifiques. Entre autres, il va y avoir un rapport sur les étudiants qui sont immigrants. Il y en a un autre sur les minorités visibles, par exemple. Donc, des rapports vraiment spécifiques sur des populations étudiantes très bien définies. Les étudiants sociaux de handicap, donc les ESH, les étudiants de première génération, nos EPG, les étudiants internationaux, donc les EI, les étudiants autochtones, ceux qui font un retour aux études, donc qui étaient éloignés du marché des bancs de l'école pendant un certain temps. On fait aussi des analyses pour les étudiants de sciences humaines ou de tremplin DEC. Sciences humaines, il y a une implantation d'un nouveau programme qui se déploie partout. Tremplin DEC, il y a des enjeux de réussite importants, donc on met le focus sur ces programmes-là spécifiques. Les étudiants plus âgés, les étudiants parents, etc. Donc, on a à peu près une douzaine de sous-populations étudiantes qui vont être analysées à l'échelle provinciale au cours de l'année et différentes publications qui vont avoir lieu. Et le lancement de tout ça devrait se faire au début juin, puis il y a 4 présentations de ces résultats-là qui sont prévues dans une journée complète à la QPC. Par rapport à l'aspect plus régional, aujourd'hui, on organise un webinaire avec le pôle. Les données de chaque cégep seront transmises aussi aux directions des 4 collèges concernés en comparant le collège avec le reste de la région. Il y a aussi des analyses supplémentaires qui pourraient éventuellement être réalisées. Par exemple, je sais que pour le pôle, le retour aux études, c'est important, mais est-ce qu'on pourrait faire un peu ce qu'on fait pour le provincial, mais de le faire à l'échelle régionale? Donc, il n'y a pas de décisions qui sont prises à ce niveau-là, mais
il y a beaucoup de choses sur la table et on aura la possibilité de décider éventuellement. Donc, 10 thèmes, 10 synthèses de quelques résultats les plus parlants. Donc, on avait un temps quand même limité. Premier thème, ce qu'on observe dans la région, c'est qu'il y a moins d'étudiants âgés ou avec des enfants que dans le reste dans les cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean que dans le reste du Québec, mais plus d'étudiants de première génération. Donc, premièrement, à gauche, ce qu'on voit, c'est que la répartition garçons-filles, elle est la même d'un point de vue régional que dans le réseau. Plus de filles que de garçons, 55, c'est pas mal ce qu'on voit, là, donc un peu plus... la proportion de filles, elle est depuis longtemps plus élevée que de garçons, puis ça ne nous distinguait pas à ce niveau-là. On observe cependant, comme on l'annonçait d'entrée de jeu, qu'il y a moins d'étudiants qui ont répondu au sondage qui sont âgés de 24 ans ou plus, donc des étudiants un peu plus âgés. On en a observé 6,4 %, donc il y en a moins, et aussi moins d'étudiants qui ont des enfants à charge. Par contre, si on regarde à droite, c'est sûr que la répartition de ces étudiants-là, elle diffère de façon importante en fonction si c'est des étudiants A ou si c'est des étudiants B. Donc, la plupart de nos étudiants A, on le voit en haut, 78,2 % ont 17 ans ou moins. Donc, vraiment une transition directe, linéaire avec le secondaire. Seulement 1 % des B avaient 17 ans ou moins. Donc, c'est difficile d'être B et il faut quasiment avoir un parcours antérieur ou des fois des sessions d'été qui pourraient expliquer, mais c'est plus difficile à ce moment-là. Tandis que nos 18-23 ans sont 20 % sont des A, 82 % sont des B. Donc, la plupart des B sont des 18-23 ans. Mais chez nos étudiants plus âgés, quelques-uns vont débuter un programme pour la première fois, seulement 1,5 % de notre échantillon. Mais c'est surtout des B qui ont des antécédents et qui vont débuter un nouveau programme. Donc, 16 % des B quand même sont quand même plus âgés et 3 % des B ont des enfants à charge. Donc, c'est vraiment dans cette population-là qu'il faut regarder si on veut parler des enjeux liés au fait d'arriver aux études en étant plus âgé ou en ayant des enfants. En termes d'EPG, c'est quelque chose qu'on documente quand même depuis certaines années dans la région. Il y a eu des chantiers autour de la question des EPG, des étudiants de première génération, ceux qui sont les premiers de leur famille à poursuivre des études postsecondaires, qui arrivent avec certains enjeux, une méconnaissance parfois du milieu, des enjeux de réussite. Donc, c'est un enjeu qui est partagé avec d'autres régions comme l'Abitibi-Témiscamingue, avec le Bas-Saint-Laurent, qui ont des enjeux similaires. Puis, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on s'intéresse à ça, d'où l'intérêt de faire une analyse spécifique sur les enjeux, les besoins de ces étudiants-là. C'est ce qu'on annonçait tout à l'heure. Le deuxième thème, c'est moi qui vais vous le présenter. En fait, c'est un thème qu'on a nommé dans le SPEC quand on a rassemblé les données, la diversité ethnoculturelle. Mais quand on se compare au Québec, les étudiants du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont participé au SPEC, c'est plutôt, ça ressemble plus à une homogénéité qui est accentuée par l'invisibilité des minorités visibles. C'est-à-dire que 88 % des étudiants au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui fréquentent nos collèges, qui ont répondu au sondage en tout cas, sont nés au Québec, ce qui est davantage qu'ailleurs dans les autres collèges du Québec. On a aussi dans nos murs, parmi nos nouveaux inscrits, 2,6 % qui sont des Autochtones, ce qui est quand même, c'est pas beaucoup, mais c'est davantage que dans les autres collèges du Québec. 8,1 % des répondants sont des étudiants internationaux. C'est beaucoup. On sait que les étudiants internationaux, c'est parfois le pain et le beurre de certains collèges de région qui ont de la place dans leur programme, disons ça comme ça, et un peu moins sont un peu moins présents dans les cégeps des grands centres. Donc, ça explique un peu la chose. Mais 8,1 %, c'est un nombre non négligeable. On mène des travaux depuis quelques années avec mes collègues Nadège Bicky et Benjamin Gallet sur ces populations-là. Puis là, on a réussi à les isoler, à les identifier dans le SPEC. On pourra faire une analyse particulière plus tard ce printemps. 99,6 %, c'est pas une grande surprise, de nos étudiants parlent le français à la maison.
C'est davantage que dans le reste du Québec, effectivement. Vous verrez là, quand le portrait national sera disponible qu'il y a quand même une bonne différence. Et il y a moins d'étudiants qui parlent l'anglais à la maison, 35 %. Là où il y a la plus grande différence dans le portrait de la diversité ethnoculturelle avec le reste du Québec, c'est sur les minorités visibles. Ils ne sont que 4,2 % de nos répondants, ce qui est beaucoup moins que ce qu'on voit dans les autres collèges du Québec. Généralement, là, les gens, nous, quand on accueille des étudiants internationaux, ben, la plupart, ils ont quand même une capacité de parler français. Ils viennent de pays comme beaucoup viennent de la France, en tout cas dans notre collège à Jonquière. Et puis, il y a des exceptions. On vient d'accueillir une douzaine de Mexicains, mais je veux dire, c'est d'abord ça qui explique, hein, quand il y a un choix pour venir étudier, il y a l'attrait là, de la langue qui joue. Quand on est à Montréal, la diversité ethnoculturelle est beaucoup alimentée par les immigrants de première et deuxième génération, ce qu'on a beaucoup moins ici. Fait que ça explique beaucoup la différence qu'on peut voir entre le Saguenay, Lac-Saint-Jean et ailleurs. Grosso modo, les milieux scolaires, hein, quand les jeunes ont répondu au questionnaire, sont des milieux relativement inclusifs. Vous allez voir que sur la prochaine diapo, il n'y a que 18,6 % des étudiants qui ont été victimes de discrimination, ce qui est moins que quand on se compare au Québec. C'est moins, mais ça s'explique en partie parce que par la composition de notre population, je viens d'en parler. Là. Donc, il y a vraiment une différence. Les minorités visibles étant vraiment moins présentes, ben, il y a effectivement moins de victimes de discrimination autour de ça. Ça s'explique facilement. Cependant, une des données très intéressantes qu'on a autour de ça, c'est les causes qui expliquent la discrimination. On a été victime en vertu de quoi? Ben, la donnée la plus souvent mentionnée par les étudiants, c'est votre apparence physique, autre que la couleur de la peau. Là. C'est le lot de 10 % des gens qui sont victimes de discrimination à cause de leur apparence physique. Il n'y a pas de différence avec le reste du Québec là-dessus, mais ça veut dire que c'est beaucoup grâce à ça ou à cause de ça qu'il y a des victimes de discrimination à leur entrée au collégial. Troisième élément qu'on va aborder, c'est les obstacles liés au parcours scolaire qui ont pu nuire au parcours scolaire, justement. Oui, pardon. Je ferai deux petites interventions rapides. Oui. Sur la diapo précédente, quand on parlait des étudiants internationaux, ils sont sous-représentés quand même dans notre échantillon parce qu'ils n'ont pas toujours un code permanent quand ils arrivent. Donc, on a beaucoup de B internationaux, mais des A, on n'en a pas beaucoup. Saint-Félicien a trouvé une façon de mieux les solliciter, puis on en a quand même réussi à aller en chercher quelques-uns. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui se passe chez les internationaux, mais on sait que quand on regarde les statistiques officielles, on est la deuxième région qui en accueille le plus, puis donc ça va bien, mais on sait qu'on ne le mesure pas très bien, mais quand même, on va aller voir qu'est-ce qui se passe chez eux. Deuxième élément, je trouvais que c'est quand même assez parlant, c'est de dire que l'élément de la discrimination, oui, on n'a pas beaucoup d'étudiants internationaux ou immigrants, mais c'est chez eux que la discrimination est la plus fréquente. Ils ont vécu 2 fois plus de discrimination que les autres étudiants, donc je pense que c'est important de souligner. Oui, ça atteint 38 % là, chez les gens des minorités visibles. Merci de souligner mon oubli. J'avais vraiment sauté la petite note. Les obstacles. Je t'ai rendu aux obstacles dans le parcours scolaire. Il y a 2 séries d'obstacles qui sont mesurés dans le SPEC. Une première série qu'on le voit dans le titre du graphique, là, c'est des obstacles liés au parcours scolaire antérieur autour du travail scolaire. Donc, c'est étudier, prendre des notes, écrire, lire. C'est vraiment plus là, des habiletés académiques là, de base. Alors, la chose qui ressort de ça, c'est la grande proportion qui ont vécu des difficultés autour des études. Étudier, là, c'est un défi pour 23 % de nos étudiants. C'est un défi qui est encore plus présent chez les B. Ça atteint 27 % de cette population. Grosso modo, quand on regarde l'ensemble de ces difficultés-là, ben, 53 % n'ont vécu aucune de celles-ci. Donc, vous voyez la distribution à l'écran, là.
écrire autour de 12-15 lire 12 ça se ressemble plus, mais étudier sort vraiment du lot dans cette série-là. La deuxième série d'obstacles qu'on a mesurés dans le SPEC, c'est autour de ce qu'on dit la vie d'étudiant. Vous allez voir avec les items, là, c'est vrai. On a rassemblé ça sous ce vocable-là, mais c'est gérer mon temps, gérer mon stress, planifier mes tâches, travailler en équipe, juger les valeurs de mon travail. Vous voyez un peu, là, c'est un peu plus large que les habiletés vraiment là, de base là, pour travailler dans un cours. Mais la difficulté la plus courante dans ça, c'est la difficulté autour de la gestion du stress et de l'anxiété. C'est le lot de 45 des étudiants environ, là, un peu plus fréquemment chez les étudiants B, 47 puis le groupe DA, c'est 42 C'est vraiment la chose qui sort du lot avec me concentrer et rester attentif en classe. C'est un problème pour 40 de nos répondants. C'est quelque chose qui ont vécu ça là, dans le programme antérieur. Gérer son temps, c'est quand même aussi assez courant. C'est 33 des A, 42 des B. Voyez-vous que c'est pas rien non plus. Et là, vous voyez, le prendre des notes, c'est 30 prendre la parole, pardon, c'est 30 ça, c'est courant. Dans plusieurs études, on le mesure. Il n'y a pas de surprise, mais c'est quand même une proportion qui questionne. C'est une génération qu'on dit la génération des communications, collaborations, travaux d'équipe. C'est quand même une grande proportion qui diminue pas avec le temps. Planifier, ben, c'est aussi de l'eau d'à peu près le quart des étudiants. Les B, je les ai soulignés, là, les B ont des distinctions sur la planification, la gestion du temps et la difficulté de travailler en équipe. Hein, ça, c'est plus présent chez chacun de ces groupes. 21 enfin, de nos répondants au Saguenay-Lac-Saint-Jean ont vécu dans leurs études antérieures aucune de ces difficultés-là. C'est quand même pas beaucoup, mais c'est identique à ce qu'on voit dans le reste des autres collèges. Mais ça questionne quand même. Ouais. Marco, je ferai encore une petite parenthèse, si tu le permets. La gestion du stress, on voit que c'est ce qui sort le plus dans les antécédents. Donc, ce n'est pas dans le parcours collégial, c'est dans leurs antécédents avant d'arriver au collège. Et ce qu'on observe dans le SPEC depuis plusieurs années aussi, puis c'est ça sur quoi la Fédération table et plusieurs tables, c'est la gestion du stress. C'est l'indicateur qui est aussi le plus prédominant quand on regarde depuis plusieurs années les enjeux qui sont vécus une fois rendus au cégep, donc lors de leur première session. C'est aussi un enjeu qu'on voit depuis un certain temps. Que les jeunes disent « je vais avoir besoin pour gérer mon stress », mais là, on les questionne pas sur leurs besoins, on les questionne sur leurs antécédents. C'est quelque chose qui était déjà présent dans leur parcours antérieur. Donc, je pense que ce n'est pas uniquement lié à la transition. C'est un élément qui est un peu plus fondamental que ça. Oui, puis ce n'est pas uniquement lié à la pandémie, parce que dans les enquêtes SPEC ou à une note connaître antérieure à la pandémie, on avait des proportions qui ressemblaient à ça. Donc, c'est vraiment une habileté là, qui demanderait à être travaillée chez nos jeunes, là, où faut changer la société, mais en tout cas, il faut apprendre à s'y adapter. Allons voir maintenant la répartition des étudiants qui se disent, qui s'auto-déclarent en situation de handicap. On a posé la question, vous considérez-vous comme un étudiant en situation de handicap? Bien, c'est 7,3 des jeunes qui disent oui dans notre région, 7,4 qui disent peut-être. Les autres disent non, clairement non. C'est identique à ce qu'on voit ailleurs ou à peu près. Ensuite, parmi ceux-là, on a demandé à quel trouble pouvez-vous associer vos besoins particuliers? Et là, on a listé toute une série de troubles ou de déficiences qui sont associés à ça. Et la plus courante, chez plus de la moitié des jeunes, vous voyez ici, là, un peu plus courant chez les B, 61 des B, mentionnent les troubles liés les TDA, là, avec ou sans hyperactivité. Donc, c'est vraiment la chose qui se sort du lot. Ensuite, ben, encore une fois, la santé mentale est là, bien qu'elle soit moins souvent mentionnée qu'ailleurs au Québec, les troubles de santé mentale pour expliquer les difficultés, expliquer le fait qu'ils sont en situation de handicap, à leur avis. Bien, les troubles anxieux, les troubles d'humeur, les troubles alimentaires, etc., c'est quand même le lot de 22 ou presque des étudiants du groupe A et 39 des B. Donc, les B, là, sont vraiment particulièrement hypothéqués là-dessus.
mais c'est quand même, grosso modo, moins présent que les TDA. Il y a un autre trouble qui sort du lot, c'est les troubles spécifiques aux apprentissages, dyslexie, dyscalculie, etc. C'est quand même autour de 25 des étudiants qui sont là. Parmi les étudiants en situation de handicap ou peut-être en situation de handicap, à qui on a posé la question, 69 de ceux-là pensent avoir des besoins des services destinés aux ESH. Donc, il y a quand même une proportion qui pense pouvoir s'en passer, ou en tout cas qui estime. On a vu dans d'autres enquêtes, dans des séries d'entrevues qu'on a fait dans le passé, des proportions assez importantes d'étudiants qui testent leur capacité à s'en passer, qui veulent arriver au cégep en disant « je veux me sortir de là, je veux sortir de ces situations-là, je veux essayer au cégep de voir si je peux être autonome ». 78 des étudiants ont reçu un diagnostic parmi ce groupe-là. Donc, c'est quand même assez courant dans ce groupe-là. Ensuite, quatrième dimension, c'est les valeurs. Dans les valeurs, il y a plusieurs choses qu'on a demandé, hein, les aspects de la vie qu'on juge importants, qu'ils jugent importants, les gens. Les plus fréquentes, là, vous les connaissez, ceux qui ont déjà vu le spectre, c'est les plus fréquentes, c'est encore les mêmes. Là. Avoir une famille unie, obtenir un diplôme, c'est 80 %, développer mes compétences, 88 %. C'est important, très important, c'est entre 8 et 10 qu'on a regroupé là, sur l'échelle de 1 à 10. Là. Avoir un travail intéressant, c'est 93 % qui ont répondu entre 8 et 10. Alors, c'est les valeurs les plus fréquentes. Ce qui est particulièrement marquant dans l'analyse, en tout cas à mon point de vue, c'est la faible proportion qui disent que c'est important pour eux d'être engagés dans son milieu, 15 %. 16 % de militer pour une cause, 42 % de côtoyer des gens de différents milieux. En plus de la question sur l'importance des dimensions de la vie là, ou des aspects de différentes activités qu'on peut faire, il y a la question des activités, justement, pardon. La deuxième série que vous voyez en bas, qu'on pense faire au cégep. On leur demande, que penses-tu, de quel type d'activité penses-tu t'inscrire, aller faire au cégep? Mais seulement 12 % pensent faire du bénévolat. 5 % pensent aider les autres étudiants. En général, c'est très vague là, comme description, mais c'est 5 %. Prévoir joindre un comité, peu importe lequel, 6 %. 12 % envisagent un séjour à l'international dans le cadre de leurs études. Ce qui est marquant là-dedans pour moi, là, c'est tous les moins qui sont là. C'est toujours moins fréquent qu'ailleurs au Québec, ces proportions-là. Et surtout, c'est un clash pour moi quand on compare le portrait de la génération Z qu'on diffuse souvent. Moi et ma collègue Marie-Ève Blackburn, on a fait plein de conférences dans les cégeps en disant aux enseignants en particulier, vous pouvez tabler sur l'engagement des étudiants vers leur communauté, sur leur besoin de changer le monde. C'est un levier pédagogique important. Puis d'ailleurs, il y a des programmes qui ont mis des profils monde, des profils engagement, des profils contribution sociale, etc. Il y a toutes sortes de profils qui ont vu le jour. Mais on dirait que au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est moins présent. Quelqu'un me faisait remarquer ces derniers jours que c'est pas la première fois qu'on observe que c'est moins présent. Moi, c'est la première fois que je compare les données du SPEC là, avec de la région avec d'autres. Mais il y a certains cégeps qui se démarquent de cette manière-là depuis un bout de temps dans la région, chose que j'ignorais. Mais pour moi, c'est quand même un peu questionnant. Parce que c'est comme un levier pédagogique différent. Et surtout, j'aborde la conclusion du premier bloc de données avec ça. Je me questionne, est-ce qu'il y a un danger de repli sur soi? Est-ce qu'on est là-dessus? Est-ce qu'on est sur un indicateur où le regard envers les autres, envers l'international, ce qui se passe ailleurs, dans d'autres gens qui ne sont pas dans ma communauté, c'est moins intéressant. Donc, est-ce que ça dénote un certain manque de curiosité, un certain repli sur soi, individualisme, etc. Vous pourrez me dire que c'est la pandémie, je veux bien, c'est une bonne hypothèse, mais pourquoi c'est moins présent, ces valeurs-là, ou l'importance qu'on accorde à ça au Saguenay-Lac-Saint-Jean comparativement ailleurs, alors que beaucoup d'autres régions ont été pas mal plus durement touchées par la pandémie que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, entre autres dans les premières vagues, là, mais
en tout cas, ça me questionne sur la capacité d'utiliser ce levier-là, l'engagement social. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retravailler? Est-ce que c'est juste quelque chose de temporaire ou c'est quelque chose qu'on devrait remettre de l'avant pour favoriser la réussite? Première des conclusions. Deuxième fait saillant du premier bloc, pour moi, c'est des besoins particuliers. J'ai résumé ça comme ça. Il y a des besoins particuliers qui nous interpellent, puis je dis, entendons-nous. C'est la proportion d'étudiants qui ont de la difficulté à étudier, à gérer leur stress et leur anxiété, à planifier ou gérer leur temps, puis à faire des travaux en équipe. C'est toutes des choses, des compétences qu'on est habileté, tout un chacun ici présent, qui côtoie ces jeunes-là, à leur transmettre ces habiletés-là, ces capacités-là, ces compétences, à les développer. Ça fait partie de nos responsabilités comme maison d'enseignement. Vous me direz, c'est dommage que les maisons d'enseignement qui ont fréquenté avant n'aient pas mieux développé. Effectivement, peut-être qu'on peut, comme région, questionner ça, mais je pense qu'il faut bouger parce que c'est des choses qui sont dans notre champ de compétences, qui sont très demandées par les jeunes. Pour moi, c'est une des choses qui ressort du premier bloc de données qu'on vous a donné. Maintenant, j'inviterai Mme Michèle Martin qui va... Excuse-moi, Marco, oui, je fais encore ma petite intervention. Ouais. C'est pour dire qu'en 2018, on a fait une analyse spécifique des étudiants immigrants qu'on va réaliser à nouveau cette année. Puis quand on arrivait dans tout ce qui était engagement, dans tout ce qui était ce type de valeur-là, c'était vraiment beaucoup, beaucoup plus élevé chez les étudiants immigrants. Puis on a dit d'entrée de jeu qu'on n'en a pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a un peu d'étudiants internationaux, c'est ce qui nous distingue, mais des étudiants immigrants, on n'en a à peu près pas. Donc, je pense qu'il y a une part aussi, donc notre homogénéité, notre manque de diversité pourrait expliquer en partie cet aspect-là. Parce qu'effectivement, la pandémie, elle a été vécue partout. Donc, je pense que, comme tu disais, c'est pas une hypothèse qui tient la route tant que ça pour expliquer que régionalement, on est en dessous dans plusieurs indicateurs. Voilà. Alors, merci, Michael. Alors, je reviens on est à 1 minute qu'on a dépassé notre temps prévu. C'est pas mal. On respecte bien ça. Alors, c'est maintenant le temps de passer la parole à Mme Michèle Martin qui va rebondir, qui va partager avec vous un peu plus de ses réactions, mais appuyer sur sa vaste expérience. Oui, un instant, j'essaie juste je suis pris avec... J'essaie de cesser mon partage pour lui donner la parole, puis je ne vois pas mon bouton. Désolé. D'habitude, il apparaît, puis là, je ne sais pas quel mode je suis rendu, mais ça apparaît pas. Si vous voulez y aller, là, je vais continuer à chercher pendant ce temps-là. OK. Bien, écoutez tout le monde, je suis très contente d'être présente aujourd'hui avec vous pour faire un peu de chemin sur les statistiques qui ont été présentées. D'abord, juste une petite clarification quand Lynn, tu m'as présenté tout à l'heure. Alors, par respect pour les gens qui ont fondé le Carrefour communautaire Saint-Paul, je n'ai pas travaillé à ce projet-là, mais plutôt à la mise en place du Centre des enfants en collaboration avec le Centre des services, à l'époque, la Commission scolaire des Rives du Saguenay et CREPAS qui était très impliqué là. Notre objectif étant d'augmenter, évidemment, la persévérance scolaire chez les étudiants et les enfants, dans le fond, qui étaient de milieux défavorisés. Alors, voilà, aujourd'hui, on va s'intéresser, évidemment, comme on est au pôle transition, on va s'intéresser particulièrement à ces clientèles-là qu'on appelle les étudiants à besoins particuliers et les étudiants en situation de handicap pour identifier quels sont les aspects sur lesquels, dans le fond, que les statistiques nous révèlent, mais sur lesquels nous aussi, on devrait se pencher et, dans le fond, s'activer dans nos collèges et aussi dans les écoles secondaires, secondaires 4 et 5, pour mieux préparer ces étudiants-là au niveau de la persévérance scolaire et de la réussite. Alors, d'abord, 3 affaires extrêmement importantes qui sont documentées puis qu'on sait depuis longtemps. Il y a 3 aspects majeurs sur lesquels, qui vont, dans le fond, influencer énormément dans nos collèges les étudiants au niveau de la persévérance scolaire. D'abord, le sentiment d'auto-efficacité qui est majeur. Quand j'arrive au cégep, que je mets les pieds dans cette boîte-là et que je veux
dans le fond, soit réussir une technique ou un préuniversitaire ou aller plus loin au niveau scolaire, je dois quand même sentir un sentiment d'auto-efficacité. Si je ne l'ai pas, je dois au moins être dans une situation pratique qui me permet de développer ce sentiment d'auto-efficacité-là. Le bien-être dans mon milieu, évidemment, est-ce que je me sens bien dans ce milieu-là, accueilli, soutenu, et puis que j'ai une bonne relation avec mes enseignants pour pouvoir, dans le fond, continuer à persévérer au niveau scolaire et le niveau de difficulté en classe. Alors, si je me rends compte que le niveau de difficulté est beaucoup trop élevé, il y a des risques, évidemment, que je décroche. Donc, ces trois éléments-là sont trois éléments majeurs que, dans le fond, l'étudiant, lorsqu'il arrive au collège, doit posséder ou du moins être en situation de le développer. Mais quand on regarde la situation des étudiants qui sont à besoins particuliers ou des étudiants en situation de handicap, donc quand on parle de ces étudiants-là, pour clarifier, les étudiants à besoins particuliers, c'est souvent des étudiants qui ont eu des mesures de soutien et d'accommodement dans leur école secondaire, mais qui n'ont pas de handicap. Les étudiants qui sont des étudiants sportifs et qui sont dans le monde sportif, mais qui ont besoin aussi de soutien. Les étudiants retour aux études, les étudiants allophones, les étudiants autochtones. Et, dans le fond, aussi des étudiants que je vais dire qui pop-up. Ça veut dire qu'en cours de session, ils se rendent compte qu'ils ont des difficultés, ils vont rencontrer leur aide pédagogique ou les ressources professionnelles du collège et ils demandent de l'aide en cours de session. C'est souvent au début de la session, donc je dirais très proche là, de la première semaine de mise à niveau. Alors, ces étudiants-là font partie de ce qu'on appelle les étudiants à besoins particuliers. Alors que les étudiants en situation de handicap, ça, c'est toujours pas clair pour les étudiants. On le voit dans les statistiques, il y en a qui disent « Je suis en situation de handicap, mais je n'ai pas de diagnostic. » Et on constate, moi, je rencontre des étudiants qui disent « Ah, moi, j'ai ça, mais ils n'ont pas de diagnostic. » Alors que dans nos collèges, pour avoir des mesures de soutien et d'accommodement reconnues, officiellement au niveau de la loi, au niveau des pratiques, c'est les étudiants qui ont des diagnostics officiels. Fait que déjà là, on fait une première distinction et si on y va dans l'optique de ce qu'on appelle l'équité, la justice et évidemment la diversité, on fait déjà une différence entre nos étudiants qui quittent l'école secondaire, qui arrivent au collège, en leur donnant, ceux qui ont un diagnostic, officiellement des mesures parce qu'on supporte la persévérance, mais aussi on respecte les lois, les droits et tout ça, et les étudiants qui font partie de ce qu'on appelle les EBP sans diagnostic. Est-ce qu'on a des services de soutien officiels dans nos collèges et est-ce qu'on le fait, puis est-ce qu'on a des ressources et des professionnels qui sont à ces mesures? Dans certains collèges, il y en a plus que d'autres. On est tous en train, je pense, de travailler ça, le soutien aux étudiants à besoins particuliers. Et c'est quand même extrêmement important, on le voit actuellement au niveau de la persévérance scolaire, de mettre en place ces pratiques-là. Au Cégep de Chicoutimi, juste pour vous dire, on est en train actuellement de faire un projet avec le Centre des services scolaires des Rives du Saguenay. On a identifié dans tout un processus de transition des étudiants, ce qui donnait une cinquantaine d'étudiants qui avaient des mesures de soutien et d'accommodement dans les écoles secondaires, mais qui n'avaient pas de diagnostic. Et on a, pendant la première session, donné des mesures de soutien, un peu l'équivalent de ce qu'on donne aux étudiants en situation de handicap, et en termes d'accommodement, de soutien, mais aussi d'accompagnement des professionnels. Et on a seulement 5% de ces étudiants-là qui avaient été identifiés qui n'ont pas utilisé des mesures de soutien, qui se sont ramassés en situation de contrat de réadmission à la session de janvier. Ce qui veut dire que toutes les mesures de soutien qu'on a mis en place et les mesures d'accommodement ont été extraordinaires dans le sens qu'ils ont permis à ces étudiants de passer à travers leur fragilité, comme disait Marco, qui ont été identifiés dans le SPEC. On le voit, des fragilités au niveau de la lecture, l'écriture, la concentration, la mémorisation, comment étudier, avoir des liens significatifs aussi et supportants dans l'école qui peuvent être avec des professionnels. Donc, ça m'apparaît majeur. Ce qu'on a à travailler, d'abord, tout le processus de transition avec les écoles secondaires, et fort heureusement, dans le pôle, il y a un chantier qui travaille sur ça. Comment on peut mieux identifier nos étudiants quand ils arrivent pour qu'on soit capable de leur donner à tous, du moins, des mesures, mais aussi des mesures plus particulières à ceux qui sont des étudiants à besoins particuliers. Pour les allophones et les autochtones, on le voit, c'est en augmentation. Je fais juste dire, au Collège de Chicoutimi, quand j'ai commencé en 2008, on avait 12 à 14 étudiants autochtones par session. Maintenant, on est rendu à 60, 70. Donc, ça correspond à l'augmentation qui était identifiée, Marco, là, dans les statistiques. On en a plus dans nos régions
parce qu'évidemment, on est près des communautés autochtones du Nord. Alors, ceci explique que de plus en plus d'étudiants autochtones aussi viennent à l'école. Et aussi, on a de plus en plus d'étudiants que leurs parents sont scolarisés aussi. Alors, comme moi, je suis autochtone, mes enfants, je suis plus scolarisé, mes enfants ne font pas partie des EPG. Alors, ça aussi, ça amène des clientèles qui sont différentes dans nos écoles. Et les étudiants autochtones, attention, ce ne sont pas tous des étudiants qui ont des besoins particuliers. Ceux qui ont été scolarisés dans une autre langue, évidemment la langue d'origine, et ceux qui viennent des communautés éloignées ont besoin parce qu'ils font partie de ces étudiants qui ont besoin de soutien de mesures d'accommodement. Alors, aussi, il faut penser à cette clientèle-là, puis il faut penser à nos étudiants allophones aussi. Alors, tantôt, Marco parlait aussi qu'à Jonquière, il y a de plus en plus d'étudiants. Il y a un programme là pour les étudiants d'Amérique du Sud. Alors, ces étudiants d'Amérique du Sud qui viennent avec une langue maternelle qui n'est pas le français, évidemment, ça va demander des mesures de soutien, des mesures d'accommodement aussi. Donc, ce qui m'interpelle aussi, c'est toute la question que tu sois étudiant à besoins particuliers, étudiant en situation de handicap ou étudiant régulier. C'est toute la question de savoir, de ce qu'on appelle le savoir étudier. Est-ce que j'ai des stratégies efficaces pour me permettre de bien réussir dans les collèges, en tout cas du moins au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Parce que les étudiants ont très, très bien identifié qu'ils ont des acquis, il leur manque d'acquis précollégiaux pour être capables de bien persévérer, de bien réussir au secondaire, au cégep, excusez-moi. D'autant plus que nos modes d'apprentissage sont centrés principalement sur la lecture et l'écriture, ou ce qu'on appelle la littératie, donc la capacité de disserter, de comprendre des textes, de comprendre ce que tu as lu, la capacité d'écrire, la capacité de prendre des notes, la capacité de t'exprimer en classe et tout ça. Toutes ces capacités-là font partie des modes, en tout cas des modes premiers d'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Alors, quand on constate que et les étudiants EBP, et les étudiants réguliers, et les étudiants en situation de handicap, parce que les handicaps majeurs qui ont été identifiés, donc les troubles d'apprentissage, TDAH, TDA, TDAH, les troubles du langage, les TSA, c'est toutes des problématiques qui fragilisent la question de la littératie. Alors, cette question-là, évidemment, amène à mettre en place, si on veut favoriser la transition, un travail, puis là, quelques années, on parlait de la pédagogie de la première session. Moi, j'aime mieux parler de la pédagogie de la première année. Donc, une pédagogie de soutien et des services de soutien. Et des services de soutien qui ne vont pas être seulement de l'accompagnement individuel, mais aussi des services de soutien qui vont faire partie de notre structure pédagogique où est-ce qu'on est capable collectivement de donner des mesures comme ça, qui ne sont pas juste des ateliers où on invite l'étudiant à venir. On vient participer à un atelier sur la gestion du temps, parce qu'on s'entend que les étudiants à besoins particuliers, ils veulent, comme tous les autres étudiants, avoir une belle qualité de vie, avoir une vie amoureuse intéressante, avoir un travail intéressant, s'entraîner, avoir un bel équilibre dans leur vie. Mais c'est pas facile pour ces étudiants-là, parce que déjà, ils travaillent deux fois plus que les étudiants réguliers pour pouvoir, dans le fond, persévérer et réussir à l'école en considérant leurs difficultés majeures qui les fragilisent au niveau de la réussite. Alors, Michel, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Michel. On t'écouterait encore très longtemps. C'est vraiment très intéressant. Malheureusement, on revient au deuxième bloc, puis on sait que tu existes. C'est ça qui est plaisant. Fait qu'on va pouvoir recourir à toi à nouveau. Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre avec le deuxième bloc. Juste pour rebondir sur ce que Mme Michelem disait, les étudiants, on a analysé en 2018 que les étudiants en situation de handicap avec diagnostic et ceux qui se disent en situation de handicap mais qui n'ont pas de diagnostic, ils ont à peu près les mêmes besoins. Mais il y en a un groupe qui a du soutien, l'autre n'en a pas. Donc, c'était démontré aussi dans nos analyses du SPEC antérieures. Je poursuis mon partage. On va poursuivre avec la force des étudiants. Donc, ce qu'on observait dans notre échantillon, du moins, c'est que nos étudiants de la région étaient beaucoup plus faibles que dans le reste du Québec. On a même mis 3 au moins pour dire que les étudiants qui avaient une MGS, une moyenne générale au secondaire, supérieure à 80 ça représente 21 de notre échantillon, mais c'est beaucoup, beaucoup moins que de ce qu'on observait dans le reste du Québec. Donc, on a des étudiants qui arrivent avec des antécédents un peu plus faibles, qui pourraient peut-être expliquer d'autres caractéristiques qu'on pourrait voir par la suite.
malgré cette situation-là, on n'avait pas plus d'étudiants ou moins d'étudiants qui avaient été admis au premier tour. Donc, c'est le 3/4 des étudiants qui étaient admis dès le premier tour. Donc, c'est pas au niveau de l'admission que ça se passe. On a regardé aussi, c'est certain qu'on est dans une région où est-ce qu'on a plus d'étudiants qui vont vers le secteur technique. Donc, c'est certain que parfois, des étudiants au secteur technique sont un peu moins forts à l'entrée. Ça pourrait expliquer en partie. Nos B sont beaucoup plus aux techniques que les A. 77% de nos B vont vers un programme technique. Donc, quand il y a un changement, c'est souvent vers un programme technique qu'ils opèrent, soit qu'on part du privé vers technique ou encore technique vers technique. Et globalement, dans un autre élément particulier qu'on a observé, c'est quand on faisait la distinction entre les A et les B de la région, ben, nos B étaient plus forts que les A. Il y a plus de B en haut de 80 que de A, alors qu'au Québec, c'est pas ça. Donc, on n'a pas regardé région par région, mais si on regardait tous les autres étudiants, habituellement, les B sont plus faibles. Ce qui fait qu'on change des fois, c'est parce qu'on a de la difficulté. Mais là, c'était pas ça qu'on observait. Donc, peut-être que les raisons de changer de programme dans la région pourraient différer de ce qui se passe ailleurs, parce que là, il y avait une distinction, mais on n'a pas encore creusé ces questions-là. C'est quelque chose qu'on pourra faire éventuellement. Si on leur demandait aussi pour quelles raisons ils avaient choisi leur programme, et c'est d'abord le programme, c'est d'abord la carrière, c'est d'abord ce qu'on veut en faire qui est prévalent, qui est plus important. Les débouchés puis le salaire, ça vient plus loin dans les priorités, les préoccupations. Donc, les deux premiers se démarquent de façon importante du lot en disant j'ai choisi mon programme parce qu'il conduit à la carrière que j'ai choisie ou pour le contenu. Donc, carrière, contenu, c'est la moitié des étudiants. Mais après ça, quand on s'intéresse au fait qu'ils mènent à des études universitaires, ben là, on baisse de façon importante. Les débouchés, ça arrive beaucoup plus loin. Les perspectives salariales, ça arrive beaucoup plus loin. Donc, ça peut être le moteur pour certains étudiants, mais pas la majorité. C'est pas ce qui drive le plus les étudiants pour choisir leur programme. Des écarts quand même importants entre les A et les B. Donc, on voit par exemple que les débouchés d'emploi, ça rejoint davantage les B. Oups, pardon, j'ai pesé sans faire exprès. Donc, il y a parfois le contenu, les B, les débouchés, les B. Puis, globalement, à gauche, ce qu'on observe, c'est que les débouchés d'emploi, c'était quand même un élément qui était plus prévalent dans la région qu'ailleurs. Donc, même si ça ne fait pas partie des principales raisons pour lesquelles on choisit un programme, les débouchés, ça parlait plus à nos jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean que ça pouvait parler à des jeunes dans d'autres régions. On a posé une deuxième question. C'était une question spécifique pour les étudiants internationaux en disant pourquoi tu t'en viens dans la région? Pourquoi tu as choisi de venir étudier dans ce cégep-là? Et ce qui a été observé, c'est que ceux qui avaient choisi le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'était beaucoup pour choisir, découvrir un autre pays, une autre culture. 84% de ces répondants-là, internationaux, ont dit ça. C'est beaucoup, beaucoup plus élevé que ce qu'on voyait pour le Québec aussi. Donc, l'attrait culturel, la découverte, on peut peut-être tabler là-dessus parce que ça nous distinguait de façon importante. Puis, c'est certain que des étudiants qui ont choisi des programmes par dépit, il y en a aussi quelques-uns. Donc, je ne savais pas quel programme choisir. Je n'avais pas certain, il me manquait des préalables, j'ai été refusé dans mon premier choix. C'est vrai que ça va être le cas pour certains étudiants, mais c'est pas la majorité, c'est des éléments qui sont vraiment plus marginaux. On leur demandait aussi qui avait une grande influence sur leur choix de programme, et principalement, ce sont les parents, les tuteurs qui vont influencer, je dirais, plus du quart des étudiants. Il y a aussi du monde du milieu scolaire, donc le personnel d'orientation secondaire sont de ceux qui ont une influence plus grande, d'autres membres de la famille ou d'autres étudiants, les enseignants, conjointes, c'est davantage le cas copains, copines, enfants, donc c'est sûr que c'est davantage les B qui sont plus souvent dans cette situation-là, on peut le comprendre, et des personnes rencontrées lors d'une visite au collège, ça a influencé davantage nos B. Il y a près de la moitié des étudiants qui savent exactement ce qu'ils veulent faire comme métier ou profession. Donc déjà, quand on leur a posé la question, c'est près de la moitié. Ce qu'on a observé présentement dans d'autres projets qu'on est en train de mener, puis c'est des analyses qui ne sont pas terminées, mais de ne pas savoir tout à fait ce que tu veux faire quand tu arrives, c'est pas majeur encore. Parce que il est encore tôt, surtout chez les préuniversitaires. Il y en a plusieurs qui arrivent en ne sachant pas trop ce qu'ils vont faire, puis ils vont explorer. Donc, ce n'est pas déterminant, mais
À un moment donné, on sait que le choix vocationnel, ça va aider à mettre en place les stratégies importantes pour la réussite. Donc, quand on arrive devant des difficultés, bien là, c'est important. Mais s'ils sont en transition, ils ne savent pas encore très bien ce qu'ils vont faire. Donc, on sait qu'on devra les accompagner pour préciser ce choix-là en cours de route. On l'a vu dans le graphique, les B sont davantage influencés par les personnes rencontrées au collège ou par leurs conjoints, on le comprend bien. Et davantage d'étudiants du Saguenay-Lac-Saint-Jean prévoient terminer leurs études dans le temps prescrit. Parce qu'on voit qu'il y a de l'allongement des études, de plus en plus, c'est quelque chose qu'on observe. On a ajouté une question là-dessus en disant, est-ce que tu sais, en commençant tes études, si tu vas les terminer dans le 2 ans ou le 3 ans qui est prévu, dépendamment si tu es au technique ou au préu, ou si tu vas prendre plus de temps que ça, bien, il y a environ 20% qui disent, moi, je pense que je vais prendre plus de temps. Puis, on leur demandait par la suite, bien, pour quelles raisons. Donc, on n'est pas rendu encore à l'analyse de ces raisons-là, mais c'est sûr qu'on a vu déjà du sport-études, des difficultés antérieures qui pourraient expliquer pourquoi on pense dès le départ que ça va nous prendre plus que 2 ou 3 ans pour faire nos études. Mais c'est une question qui interpelle les collèges depuis quand même quelques années. On s'est intéressé aussi de façon très importante à la motivation. Donc, on va avoir un chapitre complet dédié à la motivation dans le rapport, incluant des analyses pour identifier les facteurs qui sont directement liés à la motivation. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a des étudiants qui arrivent et qui sont motivés, puis il y en a d'autres qui sont beaucoup moins motivés. De façon générale, 78% des étudiants étaient très motivés. Ça veut dire qu'ils ont répondu 8, 9 ou 10 sur 10 en termes de motivation sur une échelle de 1 à 10. Donc, nos étudiants étaient quand même relativement motivés. La plupart des étudiants sont motivés, puis on ne se distinguait pas par rapport au reste du Québec par rapport à ça. Les A et les B non plus. Donc, on pourrait penser que les A arrivent, puis tout est nouveau, puis dire, ils vont peut-être arriver plus motivés. Il n'y avait pas de distinction entre les A et les B au niveau de la région. Puis, on leur demandait aussi à quelle fréquence ils faisaient des devoirs ou ils étudiaient. Mais 71% nous disent étudier régulièrement, donc quelques fois par semaine. On sait aussi que ceux qui étudient moins, c'est lié à des enjeux de réussite directement. Donc, motivation et assiduité, on peut dire que c'est des éléments qui sont assez interreliés. Une question supplémentaire. Donc, les étudiants, on leur demandait à quel niveau tu es motivé, mais après ça, pourquoi? Donc, qu'est-ce qui fait que tu es très motivé ou qu'est-ce qui fait que tu n'es pas motivé? Et il y a près de 10 000 répondants qui nous ont dit pour quelles raisons ils étaient motivés ou peu motivés. Puis, on a commencé à sortir les principales raisons qui se dégageaient. Donc, les plus motivés, c'est beaucoup parce qu'ils se projettent. Donc, un projet de carrière, d'avenir, donc ça correspond à leur projection future. Par intérêt personnel, parce qu'ils aiment apprendre, donc vraiment plus une motivation intrinsèque, c'était fréquent aussi. Leur résultat antérieur ou leur réussite antérieure qui dit, regarde, moi, je peux réussir, je peux bâtir sur quelque chose qui est assez solide. Donc, ça arrive, on arrive avec confiance, on arrive avec une belle motivation. Puis, plusieurs nous disaient, je suis motivé parce que j'ai un but, je sais pourquoi je fais ça. Donc, encore là, donner du sens à ces études, on sait que c'est une source de motivation importante. À l'inverse, il y avait des étudiants qui se disaient moins motivés. Donc, nécessairement, comme c'était en septembre dernier, beaucoup que la plupart ont répondu, la pandémie a été soulevée par plusieurs. Donc, dire la situation pandémique, on ne sait pas trop, télétravail, téléenseignement et tout ça, le fait de ne pas savoir ce qui s'en vient, là, donc c'est des enjeux qui minent un peu la motivation. La surcharge de travail, les difficultés à l'école, des problèmes de santé mentale, l'anxiété ont été soulevés aussi de façon plus marquée que d'autres éléments qui ont quand même été soulevés. Au total, il y a 32 concepts différents qui ont été soulevés. Là, je recoupe seulement les principaux. Et le manque d'orientation, des enjeux d'orientation, qui pouvaient expliquer le fait qu'il y en a qui étaient moins motivés en arrivant, même si on sait qu'on dit c'est une belle transition, on devrait arriver avec un bon niveau de motivation. Puis c'est le cas pour la plupart, mais il y en a qui arrivent un peu moins motivés tout de même. 7e thème. C'est autour de ce qu'on a rassemblé autour des variables, la situation au moment de faire son arrivée au cégep. Là, c'est un peu général. Dans quelle situation tu vis? En fait, vous allez voir avec les items, là, ça ressemble un peu où tu vis, as-tu déménagé, etc., ta situation plus résidentielle. 57% vivront chez leurs parents dans la prochaine année. Donc, c'est beaucoup moins que dans l'ensemble des autres collèges du Québec. Pour vous donner une idée, je ne vous donne pas la donnée parce qu'elle n'est pas disponible, mais c'est autour du 3/4 ailleurs.
Davantage des étudiants du Saguenay-Lac-Saint-Jean doivent déménager. C'est 39 c'est vraiment beaucoup plus que dans l'ensemble du Québec. Et puis les B doivent plus fréquemment déménager, 53 contre 32 des A. Si on regarde le graphique à droite, là, la proportion qui veut vivre chez leurs parents, vous voyez la différence entre les A et les B. Évidemment, ils sont plus jeunes, les A, les B sont plus vieux, ils ont des conjoints, etc. On le voit tout à fait dans le graphique. Mais aussi, ils sont plus nombreux à devoir vivre avec des amis, d'autres étudiants, devoir ou vouloir, excusez, là, je ne peux pas choisir pour eux, ni le juger. Donc, 21 des B vont vivre avec des amis ou d'autres étudiants, puis 18 vont vivre seuls. Donc, c'est vraiment différent, puis ça implique qu'il y a une part d'autonomie importante qui devra se développer chez ces étudiants-là. C'est plus fréquent au Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'ailleurs, je le répète. L'autre donnée, c'est la réaction à la COVID. On a intégré, à cause de la COVID, on n'a pas pu ne pas en parler dans le SPEC. On a intégré quelques données, quelques questions, 5 questions sur les inquiétudes liées à la COVID sur la poursuite de leurs études. Alors, vous voyez, ça va un peu d'un sujet à l'autre. C'est vraiment un peu disparate. Mais je dis une bonne nouvelle parce qu'ils sont moins affectés qu'ailleurs ou de la même manière. Mais, c'est systématiquement sur les 5 données cette fois-ci. La donnée est plus faible au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La proportion est plus faible d'inquiets qu'ailleurs. Cependant, il y a quand même des choses là, qui sortent du lot. Là. Autour de 50 des étudiants qui sont préoccupés par leur cote R à l'arrivée au collège. Là. Alors, ça le signal, c'est plus que la proportion qui sont inscrits au préu, c'est plus que la proportion qui trouve important de faire des études au préu, qu'on n'a pas montré, mais c'est 39 Donc, c'est des proportions importantes avant d'arriver ou dans les premières semaines de l'arrivée. Ils sont déjà la moitié à se casser la tête là-dessus. Et je ne suis pas sûr que tous les étudiants dans la région ou ailleurs au Québec, c'est encore pire, je crois, sachent très bien que si tu ne veux pas aller à l'université, quand tu as cote R, ne commence pas à t'inquiéter le premier jour avec ça. Tu sais. C'est une source d'anxiété quand on sait le niveau d'anxiété qu'on a là. Deuxième donnée, c'est la difficulté engendrée par la formation à distance. Ben, c'est entre 35 et 40 selon le groupe auquel tu appartiens. C'est vraiment important, mais c'est du même ordre de ce qu'on a vu dans les études qu'on a menées spécifiquement sur la COVID. La formation à distance, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui aime ça. Et ça a des conséquences pour certains plus que pour d'autres. Et on le voit ici aussi. Évidemment, les inquiétudes liées au transport en commun pour se déplacer en bas, là, c'est vraiment la moins fréquente au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est là-dessus qu'il y a le plus gros écart avec le reste du Québec. Les inquiétudes liées à la difficulté financière, ben, chez les A, c'est pas très présent, 7 mais c'est 2 fois plus présent chez les B. Là. Comment la situation sanitaire actuelle a joué sur leur situation financière. Il y a des groupes d'étudiants pour qui c'est plus important. Puis les difficultés dans les relations, ben, c'est autour de 10-12 relations avec la famille, avec les complotistes, avec les exigences sanitaires. Les étudiants de Saguenay-Lac-Saint-Jean comptent moins sur leurs parents pour financer leurs études. Donc, ça va aussi dans le sens de l'autonomie plus grande qu'on exige aux étudiants de notre région, je pense. 54 des participants du Saguenay-Lac-Saint-Jean comptent principalement sur la part de leurs parents. C'est moins qu'ailleurs au Québec. Vous voyez dans le graphique à droite, la première série de données, là, ben, chez les A, c'est 62 c'est très courant. Et chez les B, c'est que le tiers. Là, tu sais. C'est vraiment une grande différence ici. Là, cette population-là a besoin de beaucoup d'autonomie financière pour pouvoir continuer ses études. 40 de nos étudiants considèrent un emploi d'été comme principale source de revenus. C'est pas rien. Encore là, c'est plus fréquent chez les B que chez les A. Et puis, dernière donnée que je mentionnerai, c'est que 30 des étudiants considèrent un emploi pendant l'année scolaire sera leur principale source de données, de revenus, des formations professionnelles ici. Et là aussi, chez les B, c'est plus fréquent, ça atteint presque 4 étudiants sur 10. C'est pas rien. Donc, pendant l'année scolaire, ça a un peu plus d'impact quand même. Et puis, j'arrêterai ici pour cette diapo-là. Ceux qui nous disent que travailler pendant l'année scolaire
c'est une source importante de données. On les a posé la question pourquoi faire? Tu penses travailler pendant l'année scolaire? Bien, la réponse la plus fréquente, c'est de l'ordre de 85 des jeunes qui nous disent pour payer mes dépenses personnelles, tout simplement. Mais quand on regarde la différence entre les A et les B, les obligations financières, là, financer ses études, être responsable de sa subsistance, payer ses dettes, on voit ici là, les écarts importants entre les B et les A. Les B ont vraiment plus d'obligations financières qui expliquent le travail pendant l'année scolaire. Et donc, un peu moins de latitude. Là, quand ça devient une obligation financière, c'est moins facile de demander un allègement des horaires pendant les examens. C'est moins facile de dire à notre patron, je travaille trop, ça nuit à mes études, etc. On a moins de liberté. Là, c'est pas ce qu'on souhaite à nos jeunes, évidemment. 9e thème, les étudiants, c'est leurs compétences sur les TIC, là, la maîtrise des TIC. Bien, les étudiants du Saguenay-Lac-Saint-Jean présentent un portrait avantageux, c'est ce qui ressort. D'abord parce qu'ils sont plus nombreux que dans le reste du Québec à posséder un ordinateur adéquat pour entreprendre leurs études, donc que ce soit un portable ou un ordinateur de table. Là. Dans les deux cas, c'est plus important. Les outils de communication collaborative sont plus souvent maîtrisés par les A du Saguenay-Lac-Saint-Jean que par les B, mais aussi que par les autres étudiants du Québec. Donc, dans la mesure où une proportion des cours s'est encore déroulée à distance, ben, ces outils-là sont mieux maîtrisés ici qu'ailleurs. Sur les autres compétences, là, la maîtrise des logiciels, des tableurs de Word, etc., des sources d'information, il n'y a pas vraiment de différence significative qui valait la peine qu'on en parle. 4 étudiants sur 5 disent être en mesure de distinguer les sources d'information fiables afin d'éviter la désinformation. C'est quand même intéressant, mais ça veut dire qu'il y en a quand même 1 sur 5 qui n'arrivent pas à faire cette distinction-là assez importante de nos jours, mais c'est équivalent à ce qu'on voit ailleurs au Québec. Il y a des domaines prioritaires en termes de besoins de soutien qui ont été énumérés. En fait, dans le questionnaire du SPEC, il y a 27 domaines sur lesquels on demande aux jeunes peux-tu nous dire que là-dessus, tu aurais besoin d'un soutien particulier? Sur les 27 domaines, là, ici, j'ai identifié les 6 domaines pour lesquels il y a plus de 15 des jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont répondu oui, j'ai besoin de soutien, puis je vous en parle ici. Ça ne veut pas dire que les 21 autres domaines, il n'y a pas de pertinence, mais je vous présente les plus fréquents. Contrôler son stress d'abord, le corps des étudiants. Attention et concentration en classe, un étudiant sur 5, 21 Développer des méthodes de travail, même proportion, un étudiant sur 5. Préparer les examens, un étudiant sur 5. Confirmer son choix de carrière, aussi 19 Puis motivation aux études, 17 Ils ne sont pas plus nombreux qu'ailleurs à avoir mentionné ces éléments-là, même que pour le premier d'en haut, le contrôle du stress, ils sont moins nombreux qu'ailleurs et la motivation aux études sont moins nombreux qu'ailleurs à avoir dit avoir besoin d'aide, mais quand même, c'est les domaines sur lesquels ils mentionnent eux-mêmes, c'est une mesure auto-révélée, là, à avoir besoin d'aide, puis encore là, le stress revient au premier chapitre. Une autre manière de voir les besoins des étudiants, c'est la maîtrise de la langue qu'on leur a demandé. Est-ce que vous la maîtrisez, votre langue? Puis on l'a éclaté un peu, là, écrire sans faute, comprendre et analyser des textes, exprimer oralement, rédiger des textes variés ou bien défendre ses idées, là, argumenter dans un texte. Le domaine de la maîtrise de la langue française qui est le plus souvent mentionné comme étant un besoin d'aide, c'est écrire sans faute. C'est le cas du tiers de nos répondants au Saguenay-Lac-Saint-Jean et c'est davantage qu'ailleurs au Québec. Donc, malgré qu'on soit en grande majorité de langue maternelle française, on l'a vu dès le départ de nos résultats, on est quand même plus nombreux qu'ailleurs à dire écrire sans faute, c'est un défi pour moi. Il n'y a pas de différence entre les A et les B là-dessus. Ça, c'est particulier. On aurait pu s'attendre à une distinction, mais non. Les étudiants de Saguenay-Lac-Saint-Jean sont assez nombreux à exprimer des grands besoins. Là, je change de sujet, je m'en vais vers la langue seconde. Ils sont assez nombreux à exprimer des besoins en écriture et pour parler l'anglais.
Hein, c'est presque le quart des étudiants dans les deux cas. C'est pas plus qu'ailleurs, mais c'est quand même dans nos études supérieures une langue qu'on est appelé à maîtriser, puis on aura des évaluations là-dessus importantes. Alors, il y a quand même des proportions non négligeables qui ont besoin d'aide sur ces sujets-là. Dernier élément sur lequel je vais attirer votre regard, c'est les besoins de soutien financier qui sont plus fréquents au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Hein, on a vu de différentes manières tantôt parce qu'ils sont nombreux à devoir vivre ailleurs, à devoir déménager, puis il y a moins de parents qui contribuent au soutien financier des études. Puis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les étudiants sont moins nombreux à dire qu'ils auront besoin de soutien psychologique au collège. Voyons ça dans le détail. D'abord, les deux services étudiants qui sont les plus souvent mentionnés pour lesquels on pense, ils prévoient utiliser le service, c'est la bibliothèque et les installations sportives, d'abord, disons-le. Ensuite, c'est les prêts et bourses. Hein, c'est quand même 27 des A et 37 des B. Là aussi, c'est cohérent. Il y a plus de besoins financiers chez les B. Mais l'orientation de choix de carrière, voyez-vous, chez les A, c'est quand même très présent. Puis chez les B15, ils ont eu plus de temps. Il y en a certains, les B, il y en a une part qui ont fait un changement de programme. Donc, il y en a une part qui part du travail pour revenir aux études. Donc, il y a une part pour qui c'est réglé, l'orientation. Chez les A, c'est quelque chose de très présent. Mais quand on regarde le soutien psychologique, il n'y a que 15 13,9 des étudiants, un peu moins même chez les A, 12 qui pensent utiliser le service de soutien psychologique. On a vu toute l'importance de la gestion du stress, tous les besoins qu'ils ont mentionnés. Écoutez, il y a de multiples études qui ont montré l'ampleur des besoins psychologiques chez les jeunes, mais ils sont quand même relativement peu nombreux à penser à les utiliser, les services du collège. Peut-être qu'en arrivant, ils ne sont même pas au courant qu'il y en aura. Peut-être qu'en arrivant, ils ne savent pas qu'ils ont ce genre de service-là. C'est une hypothèse. Mais moi, en tout cas, je me poserais cette question-là. Et si peut-être que ça mériterait une campagne dès le départ d'information pour promouvoir ces services dans les collèges. Les services, en fait, oui, fait saillant. Trois grandes idées pour terminer le deuxième bloc, pardon. L'autonomie résidentielle et financière est vraiment plus souvent sollicitée chez nos étudiants, en même temps que la transition aux études collégiales. Je pose la question, pouvons-nous modifier cet état-là? C'est peut-être plus difficile, mais pouvons-nous la compenser? Certainement plus dans l'ordre des possibles. Pouvons-nous en faire davantage? Écrire sans faute est un défi pour le tiers des nouveaux inscrits. En faisons-nous assez pour les aider? C'est plus l'aide individuelle dont on parle là, quand on est rendu au tiers. Pour moi, il faut penser quasiment à de la mise à niveau systématique, là, j'ai envie de dire. C'est vraiment un besoin très important qui mine la réussite. Et puis, enfin, globalement, là, quand je prends 3 pas de recul, je me dis, il y a quand même une question qui se pose. Là. Pourquoi nos nouveaux inscrits ont-ils une moyenne générale au secondaire moins élevée qu'ailleurs? Ça, pour moi, c'est une chose sur laquelle c'est central de travailler pour comprendre cette situation-là, d'où elle vient. Écoutez, il y a plusieurs hypothèses possibles que j'ai nommées là. Est-ce que c'est plus sévère au Saguenay-Lac-Saint-Jean au secondaire et qui donne des notes moins fortes? Est-ce que la formation de base est moins rigoureuse? Les places disponibles expliquent-elles cette différence? C'est-à-dire, est-ce que c'est simplement parce qu'on a moins de contingentement puis on a plus de places dans nos cégeps que même les étudiants ayant de plus basses notes sont admis comparativement ailleurs? Ça pourrait être une hypothèse, mais Michael et moi, on vient de travailler avec la région de Montréal, là, puis je vous dirais que le SRAM nous a démontré que 93 des étudiants qui font une demande d'admission collégiale finissent par être admis à Montréal. Donc, est-ce qu'on est plus que ça ici? Et si oui, est-ce que ça explique ces plus basses notes-là? Peut-être, mais c'est pas vers ça que ma première idée viendrait, ni l'hypothèse des profs plus sévères. Je vous dirais, il n'y a pas de raison de le croire. Accueillons-nous davantage d'étudiants non admis ailleurs. Donc, à cause des contingentements des autres régions, les étudiants plus faibles des autres régions viendraient chez nous parce qu'on en aurait moins.
peut-être. Mais encore là, je vous dirais, je n'ai pas le sentiment, en tout cas à première vue, qu'on a tellement d'étudiants des autres régions qui viennent étudier au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On n'a pas des gros contingents. Et quand on en a, en tout cas dans mon collège, en ATM, ils ont de très bonnes moyennes générales au secondaire. Ça fait que, en tout cas, pour ce programme-là, ça ne se poserait pas. Et enfin, une autre hypothèse, c'est les finissants de secondaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean ayant une très bonne moyenne générale au secondaire, partent-ils vers d'autres régions? Ben, je ne sais pas, mais je me poserai la question. Puis si oui, si quelqu'un connaît la réponse, je me poserai pourquoi. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit faire comme institution d'établissement d'enseignement collégial sur la vision que les jeunes ont de nos institutions, sur les programmes de performance qui sont ici? En tout cas, je me poserai la question. Puis, parce que c'est assez central, puis c'est une donnée de base qui me préoccupe beaucoup, cette différence de moyenne-là. Voilà, j'arrêterai là. Michael, la prochaine diapo, on la présentera après ou les suites? Oui, c'est ça. Bon. Alors, ce serait le temps de donner la parole à Hélène Laprise qui va, à son tour, rebondir et partager son expérience avec nous. Oui, alors bonjour tout le monde. Écoutez, j'ai accepté de relever ce défi avec toute ma vulnérabilité professionnelle car je vais vous partager certains faits puis je vais vous donner mon opinion basée sur mon expérience personnelle, professionnelle. Mais j'ai absolument pas la prétention là, de comprendre parfaitement la réalité des études supérieures car je viens tout juste de me joindre à vous, là, comme tout à l'heure, ça a été mentionné, donc depuis janvier. Cependant, je suis pas mal certaine d'avoir une belle paire de lunettes, une bonne paire de yeux sur un beau regard sur qui sont ces étudiants que j'ai accompagnés en tant que directrice de leur 5e année jusqu'à leur départ vers le cégep. Donc, vous allez peut-être être d'accord ou pas, mais une des premières observations que moi, je fais à la lumière de la présentation d'aujourd'hui, c'est que je crois qu'on aurait tous à gagner d'améliorer la connaissance des réalités entre les écoles secondaires et le milieu collégial pour faciliter cette transition. Avant de me joindre à l'équipe ici, j'avais une bonne impression là, au niveau de ma connaissance sur le milieu collégial. Puis aujourd'hui, je peux vous confirmer que j'en ai encore beaucoup à apprendre. J'ai envie aussi qu'on se pose la question à l'envers. Tu sais, nous, en tant qu'établissement collégial, comment c'est quoi notre connaissance au niveau de ce qui se passe dans nos écoles secondaires. Donc, je vais prendre les 5 prochaines minutes pour rendre le plus concrètement possible là, les faits en comparant un petit peu là, les deux systèmes. Donc, tout à l'heure, au niveau des statistiques, on a vu que les principales personnes qui influencent les étudiants dans leur choix de programme sont les parents. Donc, en sachant également que les personnes rencontrées lors d'une visite d'un établissement collégial ont une faible influence sur le choix du programme de l'étudiant, ça me questionne sur est-ce qu'on devrait travailler autrement. On sait que présentement, les conseillers et les conseillères en orientation sont rares. On a de la difficulté présentement dans nos écoles secondaires à en trouver. C'est préoccupant. Également, les enseignants qui enseignent en 3e secondaire, les parcours d'orientation doivent viser beaucoup d'imagination car il y a quand même peu de matériel pédagogique qui existe. Donc, est-ce qu'on aura un avantage à travailler en collaboration avec les enseignants des techniques qui sont bien placés pour aider à la découverte du marché professionnel, qui sont les experts dans la manière de présenter les programmes? J'ai des idées jusqu'à des trousses découvertes pour faire connaître les programmes à nos étudiants du secondaire. Donc, de travailler en directe collaboration, je crois qu'on gagnerait à travailler différemment. Est-ce que nos activités d'information scolaire sont efficaces dans le parcours d'orientation des étudiants? Sachant que c'est les parents principalement qui influencent. Donc, gardons en tête, moi en tout cas de mon côté ici, c'est certain que je vais garder en tête l'importance d'impliquer les parents à l'intérieur là, de nos activités d'information scolaire au niveau de notre offre de service. Ensuite, au niveau de la réussite, comment allons-nous faire pour donner la chance à tous les étudiants de réussir en sachant que les moyennes générales sont relativement basses au niveau du secondaire? Avec la statistique 33.5 qui nomme avoir un grand besoin d'aide au niveau d'écrire sans faute, c'est sûr, ça m'interpelle beaucoup parce que nos étudiants, lorsqu'ils quittent le secondaire, ont acquis tout ce qu'il fallait pour réussir leur diplôme. Donc, les acquis ministériels du 5e secondaire, c'est OK. Puis malgré ça, on observe ça dans la transition. Donc, un arrimage commence par améliorer la connaissance des deux milieux. Puis, j'ai un peu l'image comme si le secondaire demandait aux élèves de se rendre à Montréal en voiture, mais que rendu là, le collège leur demande de se rendre à Paris en avion.
puis qu'on les regarde aller, puis on se demande pourquoi ils ne sont pas en mesure de piloter le Boeing, là, tu sais. Donc, c'est sûr qu'on aurait avantage à échanger puis à discuter sur nos pratiques. Au niveau des méthodes de travail aussi, il y avait quand même un 20 dans les statistiques qui nommaient avoir un grand besoin d'aide au niveau des méthodes de travail. Donc, c'est tellement différent entre le primaire, le secondaire et entre le secondaire et le collège au niveau des méthodes de travail. Il y a peu de cours de méthodologie qui sont donnés. Puis, habituellement, quand on a les réflexions dans nos écoles secondaires, on travaille avec les secondaires 1, leur méthodologie, et non avec les 5e secondaires. On travaille plus à appliquer un modèle méthodologique au niveau du primaire secondaire pour essayer de leur faire développer des méthodologies. Mais en 5e secondaire, on ne fait pas ce travail-là de transition par rapport au collège. Ça serait très intéressant également. Au niveau des travaux de session, j'avais une statistique aussi, moi, qui m'avait interpellée parce que c'est pas des pratiques courantes de demander des travaux de session au niveau des étudiants au secondaire. Donc, il y en a très peu. Il y en a, mais il y en a très peu. Puis, on voyait aussi la proportion là, qui était plus grande au niveau de la population B. Ce sont peut-être probablement les étudiants qui arrivent du marché du travail ou de la formation professionnelle. C'est certain qu'eux ont peut-être un défi là, étant donné qu'ils n'ont pas fait de travaux longs là, depuis quand même quelques années. Au niveau de la gestion du stress, 25 %, moi, je trouve que c'est pas beaucoup parce que j'aurais eu tendance à penser que ça allait être encore plus grand. 25 % dans un contexte standard de secondaire, ça aurait été la statistique que j'aurais estimée. Dans un contexte de transition, j'aurais eu l'idée là, qu'on ait un pourcentage plus grand encore au niveau de ce besoin-là pour le contrôle du stress. On sait que la mobilisation au niveau des activités proposées, que ce soit de l'engagement, tout ça est de moins en moins facile. Donc, on va devoir être créatif pour briser un peu le triangle là, au niveau de l'implication, l'engagement, la réussite de nos étudiants. Au niveau du numérique, c'est certain que on voit que au niveau matériel, les étudiants vont être en mesure d'avoir des options. Il y a certaines écoles secondaires également qui fournissent, de plus en plus, en tout cas, d'écoles secondaires fournissent un appareil aux étudiants. Peut-être qu'on va voir les statistiques différentes là, dans les prochaines années, étant donné que les étudiants auront peut-être moins le réflexe de s'équiper et d'arriver prêts pour les études collégiales. Donc, gardons en tête un peu là, cette préoccupation-là. Au niveau de la recherche documentaire, c'est certain que encore une fois, dans une éventuelle discussion d'arrimage, ça va être probablement une discussion à avoir, étant donné qu'au secondaire, il y a l'encadrement pédagogique est très différent par rapport à nos attentes par rapport à la recherche documentaire. Donc, la différence de résultats peut s'observer, selon moi, dans le soutien qui est offert. Au niveau de l'enseignement à distance, c'est une cohorte qui ont vécu leur 5e secondaire avec une journée sur 2 à la distance, une journée sur 2 à la maison. Donc, j'aurais cru que cette statistique allait être encore plus prononcée au niveau là, de leurs défis, leurs difficultés avec l'enseignement à distance. Donc, 35,1 % me paraît relativement bon. En tant que directrice, j'avais l'impression que c'était 80-85 % des étudiants là, de cette cohorte-là qui avaient vécu ça très, très difficile. Donc, c'est quand même rassurant de voir ça aujourd'hui. Et finalement, au niveau de la fragilité scolaire, fragilité financière résidentielle, plusieurs étudiants nommaient, mettons, il y a 5 ans, dans les écoles secondaires, on entendait des étudiants qui nommaient je vais aller faire un pré-U, je ne sais pas trop quoi faire, je ne suis pas prêt à prendre un appartement, je ne suis pas prêt à quitter le nid familial. Dernièrement, on entendait plus des étudiants dire moi, je m'en vais dans une technique parce que là, j'ai hâte que l'école se termine. Donc, c'est sûr que je ne fais pas le saut de voir là, le pourcentage d'étudiants qui changent, qui ont dû être appelés à avoir un appartement puis à quitter là, le nid familial. Donc, pour terminer, écoutez, moi, je crois qu'on va devoir être créatif en 2022. Puis, je vous remercie beaucoup. Puis, au plaisir de vous rencontrer. Je vais laisser la parole à Lynn pour la suite de la présentation. Merci Hélène, Michel, Marco, Michaël, bien sûr. On a appris beaucoup sur nos étudiants. On comprend que plusieurs de ces étudiants-là cumulent des difficultés, des défis dans leur transition, et c'est autant d'appels à les soutenir et le pari des chantiers. C'est quoi qui va être la suite? Je vais être brève.
Il y a des portraits pour chacun des collèges qui vont être transmis, mais le portrait régional aussi au pôle. Ces données-là vont être analysées par le comité de chantier. Je vous en ai parlé, le comité de chantier qui s'occupe des transitions interordres, duquel sont membres 10 personnes de nos 5 établissements. On envisage aussi un portrait universitaire avec l'aide d'autres outils, évidemment. SPEC est au collégial. Il y a des équivalents universitaires qui pourraient nous permettre de faire un portrait qui serait très intéressant. Je remercie en votre nom Marco, Michael, Michel et Hélène, Sophie aussi, bien sûr, tous les acteurs du pôle et ceux et celles qui vont le devenir. On vous remercie tous et toutes de votre attention, de votre présence. Je vous invite à la présentation des travaux de tous les chantiers du pôle qui aura lieu mercredi le 20 avril prochain à 10h30 en ligne. Vous allez recevoir l'invitation de votre établissement. Merci d'ailleurs à eux, à nos établissements, de travailler ensemble pour ces étudiants-là. Et longue vie à notre collaboration. Je vous remercie. Bon dîner à tout le monde.